On avait écrit, vous voyez mon tableau blanc là, j'imagine. Est-ce qu'on avait écrit ça? Pourquoi ça marche pas? Un défi sur DT. On était arrivé jusque-là? Ouais, juste après, le E est égal à ZI. D'accord, Z étant l'impédance, donc module de ZI. Module de Z ou Z, ça dépend II, qui est la loi d'Ohm. Avec Z qui est l'impédance du circuit. Ça, c'est le module du complexe de l'impédance du circuit, dans lequel circule le courant induit. D'accord? On avait exprimé le flux. Est-ce que je vous avais dit que le flux, c'était la quantité de champ magnétique qui traverse le circuit? Oui ou non? Je vous laisse chercher et vous me dites. Madame? Oui? Est-ce que ça serait possible d'enregistrer le cours? Oui, mais je veux bien savoir, on s'est arrêté d'abord. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci, je veux bien le faire, hein, t'inquiète pas. Bah, je l'ai toujours fait, je ne sais pas pourquoi ça changerait. Je veux juste savoir où on s'est arrêté, que je recommence le cours au bon endroit, que je ne m'amuse pas à refaire des... Donc, est-ce que ça, on avait dit? Après le ZII, on a fait juste un rappel électrostatique à propos de l'intégrale EDL. Oui. EDL. Et après, on a dit que la force électromotrice est égale à l'intégrale de EDL aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, j'avais donné ça. Ça, je l'ai donné, tu es d'accord? Et est-ce que j'avais donné ça aussi? Avec le flux, je vous ai reparlé du flux, hein? Oui, c'était dans une partie bien avant. Bien avant, d'accord, ok. Donc ça, tout ça, j'ai donné. Oui. Ok, super. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Je vous avais peut-être pas donné des unités, vous allez me le dire. Donc là, ça c'est du volt. Ça, c'est ce qu'on appelle du Weber. WB. Donc WB comme ça. Hop. Ça c'est du Tesla. Et ça c'est des mètres carrés. D'accord, ça c'est des ohms, ça c'est des ampères, ça c'est des secondes, ça c'est des Weber, voilà. Ça c'est des volts, ça c'est des volts par mètre, ça c'est des mètres, tout ça c'est des unités que vous devez connaître. Donc j'avais dû faire, je vous avais expliqué la loi de Lenz, en vous disant que le courant induit avait tendance à s'opposer à ce qu'il avait créé. Ça, normalement, ça, je vous l'ai dit aussi. Oui. Dans la partie 4, vous avez fait le phénomène d'induction, vous avez donné la formule du flux, Oui. Puis la loi de Lenz, puis la loi de Faraday. D'accord, ok, donc je me suis arrêtée là. Donc là, ça c'était 4. Il faudrait que je vous fasse maintenant une partie sur l'auto-induction. Donc je vais mettre un grand 5 et je vais mettre auto-induction et inductance d'une bobine. On va faire ça. Alors, je monte mon petit machin, hop, comme ça, et je vais commencer l'enregistrement. Vous pouvez remonter un tout petit peu, madame, juste pour que je note toutes les unités, s'il vous plaît. Ouais, attends. J'attends que l'enregistrement s'enclenche. Je sais pas. Il me dit pas que c'est enclenché, bon c'est pas grave. Hop. C'est bon comme ça? C'est bon, je l'ai prise, merci. D'accord. Donc aujourd'hui, vu qu'on a vu tout ce qui correspondait à l'induction la semaine dernière, c'est-à-dire tout ce qui était donc loi de Lenz, loi de Faraday, calcul du flux, un petit rappel sur la circulation du champ électrique qui est en fait liée à une différence de potentiel. E est une différence de potentiel. Son nom, c'est force électromotrice.
mais en gros, c'est une différence de potentiel. Donc, j'ai donné tout ça la semaine dernière. Là, je vous redonne donc le petit résumé avec les unités. Le flux, c'est du Weber, c'est du Tesla fois des mètres carrés, le Weber. Alors, aujourd'hui, je vais finir ce cours sur l'auto-induction. Donc, c'est un grand... Je me souviens plus ce que tu m'as dit, là, grand 4 ou grand 5 ? Grand 5, madame. Non, c'est grand 5. Grand 5 ? Ok. Donc, ça va être auto-induction et inductance d'une bobine. Et inductance d'une bobine. Tac. Oula. C'est pas droit. Attendez, il faut que je pousse ma tablette un petit peu. Alors, le phénomène d'auto-induction, qu'est-ce que ça vous dit quelque chose ? D'après le mot auto-induction. « 5-1 ou 5, ou petit 1, comme vous voulez. Hein. J'essaye de suivre. Qu'est-ce que ça voudrait dire, auto-induction ? Vous avez une idée ou pas ? Ça, c'est quand quand le champ magnétique est généré par le courant électrique parcourant le circuit sur lequel génère le champ magnétique. Ouais, alors, champ magnétique, tu as un circuit, tu as un courant qui circule dedans, qui te crée un champ magnétique. Ce champ magnétique, s'il est alternatif, il va lui-même créer un courant induit dans le circuit. D'accord ? Donc, c'est ça le phénomène d'auto-induction. C'est qu'en fait, dès que vous avez un courant alternatif, dès que vous avez un courant, vous créez un champ magnétique. Si votre champ magnétique varie au cours du temps, donc si le flux de ce champ magnétique à travers le circuit varie au cours du temps, vous allez créer un courant induit ici. Ça veut dire qu'une spire, si on prend l'exemple de la spire, parcourue par un courant I extérieur, hein, j'ai branché un générateur de courant, cette spire va créer un champ magnétique B. Ce champ magnétique B va lui-même créer un autre courant dans cette petite spire, ça va être le courant induit. C'est ça qu'on appelle le phénomène d'auto-induction. C'est que ce qui crée revient en créer un autre sur le même objet. Mais est-ce que du coup on peut générer comme un mouvement perpétuel ou il y a toujours des pertes ? Ah bah, tu as des pertes puisque le courant induit il est beaucoup plus faible que le courant primaire. Okay, oui, bah heureusement parce que sinon tu n'arriverais à rien faire. Si jamais tout ce que tu mettais, tu le reperdais automatiquement avec le courant induit, ça ne marcherait pas. Mais tu as quand même des pertes. Hein. Tu as quand même des pertes. Mais parce que le courant induit, il va être dans le sens opposé du courant primaire. Donc il va avoir tendance, entre guillemets, à dissiper une partie de l'énergie du courant primaire. Si, ça marche comme ça, bien sûr. Mais heureusement que le courant induit est plus faible. Hein. On peut faire des applications numériques. Hein. Si vous êtes dans tous les exercices que vous allez avoir, vous avez la possibilité de faire des applications numériques et vous voyez un petit peu les valeurs des courants induits, par exemple. Donc, le phénomène d'auto-induction, on va faire l'exemple de la spire. Madame, le courant induit, il est alternatif aussi ? Dans ce cas-là, oui, il va varier au cours du temps. Si ton champ magnétique, si le flux varie au cours du temps, à ce moment-là, ton courant varie au cours du temps. Si ton flux varie au cours du temps, tu as une force électromotrice. Si cette force électromotrice varie au cours du temps, à ce moment-là, ton courant il va varier au cours du temps. C'est le principe, hein, c'est vraiment la loi de Faraday. C'est ça qui est génial à ce niveau-là, au niveau de l'induction. Si jamais ça aussi, ça varie au cours du temps, à ce moment-là, le E varie au cours du temps. La loi d'Ohm fait que I va varier au cours le I induit va varier au cours du temps aussi. C'est pour ça que je vous ai mis des petites lettres. Parce que potentiellement, ça peut varier au cours du temps. Il y a des exercices d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on va en traiter un. Il faut que je regarde dans le poly de cours. J'espère que je l'ai pris, mon poly de TD. Sinon, je me regarderai sur campus. Mais on va traiter un exercice. Et a priori, on a du courant induit alternatif.
Ok. Donc, l'exemple de l'aspire parcouru de rayon R, parcouru par un courant I. Okay, donc, je vais mettre un I initial, un I, je ne vais pas mettre un I primaire. Initial, ça vous va si je mets initial? Pour ne pas mélanger avec induit. Donc, parcouru par un courant initial. Donc, on prend notre spire avec l'axe Z. Là, j'ai 0. Donc, ma spire de rayon R, on va la faire parcourir par un courant I. Si elle est parcourue par un courant I, vous vous souvenez, la règle de la main droite, lâchez la main droite, lâchez le stylo, les droitiers. Donc, si le courant vient vers moi, ça veut dire que le champ magnétique, il est selon Z. Donc, ici, hop là. Ça veut dire qu'au centre de ma spire, je vais avoir un champ magnétique comme ça. C'est un peu gros, le crayon, je trouve. Donc, je vais avoir un champ, hop là. Ça s'est passé. Un champ magnétique comme ça. D'accord? Donc, ce I initial crée un champ magnétique. Donc, I initial, ça crée un champ magnétique B en B0. Ici, ça va être du B0. B, par exemple, partout. Et moi, je l'ai représenté au centre de la spire. Donc ça va être le B créé. Et là, je vais vous mettre un B créé, comme ça. Ce B créé va lui-même générer un courant induit dans la spire. Un courant induit II dans la spire. Et là, je vais vous faire quelque chose. Je vais vous mettre que le I initial, il varie au cours du temps. Donc, le B va varier au cours du temps aussi. Donc, B, M, T va varier au cours du temps. Comme il dépend du temps, donc le I induit va varier au cours du temps aussi. Donc là, pour l'instant, j'ai mis c'est du 0T. Donc, il va me créer un courant induit. Et dites-moi, le courant induit va être comment? D'après la loi de Lenz? Au contraire du sens de I initial. Voilà. Et donc là, vous allez avoir le I induit. Donc, ce I induit va être opposé au courant initial. Et après la loi de Lenz, comment je peux faire ma phrase? Donc, d'après la loi de Lenz, ce courant induit va être de sens opposé au courant initial. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle de l'auto-induction. Ça va? Donc, ça, c'était l'exemple de l'aspire. Ça marche dans tous les appareils, dans tous les circuits dans lesquels vous avez un courant I que vous faites circuler. Madame? Oui? Est-ce que vous pouvez juste rappeler rapidement la loi de Lenz et pourquoi La loi de Lenz, c'est sens que tu l'as ton cours sous les yeux normalement, non? De ce qu'on a fait la dernière fois. Tu l'as avec toi? Ou pas? Oui, oui. Regarde, alors qu'est-ce que j'en ai dit la dernière fois? Faut que je la retrouve. Ouais. Tu le retrouves? C'est à la fin du cours, hein?
T'as retrouvé? Je cherche, mais c'est un peu le. C'est à la fin, hein. C'est à la fin du cours. T'as écrit? T'as tes papiers dans lesquels t'as écrit? Ouais, c'est dans quelle partie? Ouais, j'ai Bah, mes tout à la papiers. fin. Tout à la fin. Parce que la loi de Lenz, tout ce qui est induction, je l'ai fait à la fin. La loi de Lenz, ça s'oppose à ce qu'il a créé. C'est ça le principe. C'est tout phénomène. Le phénomène d'induction va s'opposer à ce qu'il a créé. Ah oui, c'est pour chaque cas, le phénomène d'induction s'oppose aux causes qui lui ont Voilà. donné naissance. Qui Ok. ont donné naissance. Ouais. Donc là, si c'est le I initial qui a créé B, donc le B créé va lui-même créer un courant induit qui va s'opposer au I initial. Madame, Oui. ça a quoi comme conséquence le fait que ces deux courants ils s'opposent? Ces deux courants s'opposent, bah, ça veut dire que ça va diminuer l'action du courant initial. Ok, le fait qu'il y en ait un dans l'autre sens, ça va Bah, diminuer. forcément, ça limite c'est une quantité d'énergie qui va être qui est perdue. Et du coup, si du coup le I initial il va être diminué, ça va diminuer aussi le champ. Et donc le courant, du coup Ouais. c'est un cercle pas vertueux quoi. Vicieux. Ouais, vicieux. Vicieux. Oui, mais comme le courant initial, tu le maintiens. C'est toi-même qui le maintiens. Tu le compenses en rajoutant parce que tu branches ça à un générateur, logiquement. Ton courant initial, c'est branché à un générateur. Et ce que tu apportes en termes de différence de potentiel de ton générateur, ne change, tu maintiens la différence de potentiel. Donc, tu vas maintenir le courant initial. Ok. Donc, tu essayes de compenser. Tu vas compenser. Parce que sinon, c'est sûr que à long terme, si tu laisses à chaque fois ton courant initial diminuer, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Oui. Mais ça voudrait dire que tu as une commande en amont qui te permet de dire le courant induit, le courant initial, à chaque fois, tu le fais décroître. Ok. Ok. Donc ça, tu fais pas puisque tu es branché à un générateur. Ça va? Mais je vous dis, le courant induit est plus faible que le courant initial, heureusement. Alors, une fois qu'on a vu ce que c'est que l'auto-induction, on va voir ce que c'est que le flux propre. Donc, deux flux propres. Donc, le flux propre, phi. Le flux propre, c'est le flux du champ magnétique créé dans la spire. Donc, alors, comment je peux écrire ça? Attendez, je vais peut-être vous le mettre de façon... Donc, ça, c'est toujours pareil pour notre spire. Madame? Oui. Oui, juste, c'était quoi le petit 1, s'il vous plaît? C'était certainement l'auto-induction. Phénomène d'auto-induction. Ah, ok. J'ai mis 5. Ah oui, pardon, j'avais mis 5. Oh, tu mets 1 ici, voilà. Petit 1. Ok, parfait, merci. Phénomène d'auto-induction. Flux propre d'une spire. Alors, le flux propre. Le flux, donc B, ds, une spire. Donc, c'est le champ magnétique à travers la spire. D'accord? Et à travers la surface d'une spire. Vous savez que le champ magnétique dépend du courant. Or, B de mt, entre guillemets, c'est une fonction du courant. Okay. Donc, on peut dire que le flux, si je regarde ça avec le S de la spire, je peux dire que le flux, en fait, c'est lui-même une autre fonction du courant. Le champ magnétique d'une spire en zéro, on l'a déjà fait. Alors, il faudrait que je retrouve c'est mu0. Il doit y avoir du mu0 sur... Il faudrait que je retrouve. Attendez, parce que je ne la connais pas par cœur. Dans le poly d'exercice, on l'a faite. Est-ce que j'ai le poly? Je voulais le faire avec le sinus. C'est du sinus cube. Alpha avec alpha qui égale à pi sur 2. Ah bah tiens, pile poil, je tombe dessus. Faut le faire. Hop. Donc c'était du mu0 i sur 2r. UZ.
alpha égale à pi sur 2, sinus pi sur 2, ça fait 1 uz. D'accord? Donc tout est constant en fait. Tout ça, c'est une constante. Donc le champ magnétique. Ensuite, la surface de la spire, c'est une constante aussi. Si vous regardez tout ça pour moi, tout ça, c'est une constante au centre là. La surface, c'est une constante. Donc si je regarde tout ça, quand je vais faire les calculs, globalement, donc phi, je vais dire que c'est donc cette constante I de t. D'accord? Avec K, Pardon, madame. une constante. Oui? Votre partage, il bouge plus. Genre, si on arrêtait à un moment où vous avez écrit égal mu0, je sais pas si c'est normal ou pas. Ça marche plus ou pas? Bah, je sais pas, il n'y a plus rien que vous n'écrivez pas. Ah, là, c'est un apparaître à l'instant. Ça vient... Ah, ok, d'accord. Ça, c'est B0. Hein. À travers, on va faire à travers la surface de la spire. Le flux, c'est K I de T, avec K qui est une constante. Donc, d'après Faraday, ça veut dire or E, c'est moins dφ sur dt. Ça veut dire que ça vous fait du moins K d de I de T sur dt. Ça va? Ça, c'est le flux propre. Donc, le champ magnétique sur la spire. D'accord? Et ça, je vous rappelle qu'entre parenthèses, ça, c'est égal à Z de la spire, II. Alors, I induit et I initial. Ça, c'est le I initial. Et ça, c'est le I induit. Voilà. On va faire un truc comme ça, sinon. D'accord? Ça va? Donc, pour l'instant, on a vu que la force électromotrice aux bornes de cette spire, c'était une constante fois la variation du courant initial. Et je vous rappelle que c'est aussi égal à l'impédance de la spire multipliée par le courant induit. Vous utilisez en électronique quelque chose que, les bobines, hein, et vous avez ce qu'on appelle l'inductance, le L en Henry. Je vais vous montrer comment on le calcule en fait, ce L en Henry, parce que quand vous utilisez une bobine, vous avez directement en électronique L égale tant de millihenry. Comment c'est fabriqué, pourquoi ça a cette valeur-là avec cet objet-là, c'est pas quelque chose qui vous intéresse en électronique. En électronique, ce qui vous intéresse, c'est le comportement de l'objet en termes d'oscillateurs, avec les circuits. La fabrication et pourquoi on vous dit que L a telle valeur, c'est du domaine plutôt de l'induction et de l'électromagnétisme. Donc là, je vais vous parler de cette notion d'inductance. Comment on calcule l'inductance de cet objet-là? Donc, notion d'inductance. D'inductance L. Et d'auto-induction, en fait. Hop. Alors, L, cette fameuse constante, constante K, vue plus haut, est en fait est fonction de la géométrie
du circuit. C'est pas vrai, comment ça se fait? Encore une fois? Ouais, mais ça le fait régulièrement, ça se bloque et après ça revient. Voilà, Pourtant, j'appuie pas sur tous les boutons, je fais juste de l'écriture de base. J'essaye de... C'est bon là? C'est revenu? Oui, Oui, c'est revenu. c'est revenu. C'est peut-être que j'enlève ma vidéo, j'ai peut-être pas. Pourtant, non, ça me dit rien par rapport au... Est-ce que j'ai un mauvais... Non, non, non. Bon, bah, c'est ma tablette qui fait les siennes. Est-ce que j'ai un bon réseau? Bon, cette fameuse constante K est fonction de la géométrie du circuit et de la perméabilité magnétique du milieu dans lequel se trouve B. Dans lequel B est généré. D'accord? Et cette constante, c'est ce qu'on va appeler l'auto-induction. L'inductance ou auto qui est liée à l'auto-induction. De quel B est généré? Cette constante, K, est appelée... Madame? Oui. K, elle est en fonction de la géométrie ou elle est fonction de... Elle est fonction de la géométrie ou elle est fonction de la géométrie. Car elle dépend de la géométrie, si tu veux. Et en gros, mathématiquement, ça veut dire qu'elle va dépendre des grandeurs de la dimension de l'objet. De la façon dont est fait l'objet. Donc cette constante K est appelée, oui, j'ai pas entendu, self-inductance. Ou inductance, vous en fait vous-même vous l'appelez l'inductance. Elle en Henri. Donc vous en électronique, vous utilisez un appareil, nous un composant, nous en électromagnétisme on le fabrique. Alors on va peut-être l'entourer. Tac. Et c'est la fameuse constante K, donc qui est donc L. Donc L égale K, ça veut dire que phi est égal à L I de T. Ça c'est le flux propre, hein, je me rappelle. Avec I qui est le courant initial. Attendez. Du coup, madame, on garde le terme en anglais, self-inductance? Non, justement, on appelle ça inductance. C'est pour ça que je t'ai entouré. Mais si jamais vous voyez le terme en anglais self-inductance dans des livres, hein, en fait, ça dépend. Comme force électromotrice, moi, c'est différence de potentiel. Mais il y a des mots qui ont été utilisés depuis très longtemps, donc vous pouvez les retrouver potentiellement dans des livres. D'accord, merci. Donc il faut que vous sachiez que l'inductance que vous utilisez en électronique, ça s'appelle self-inductance pour certaines personnes. Mais c'est la même chose. Et d'ailleurs, phi, c'est pas... ouais, c'est LI de T. Ok. Donc si jamais... Alors, est-ce qu'il vous a fait un petit calcul ou pas? Ouais. Et il vous l'a fait pour la bobine. On peut l'essayer, hein, on peut essayer de faire ça pour la bobine. Je vais vous faire l'exemple de la bobine. Alors, exemple de la bobine. Qu'est-ce qu'il vous prend dans le cours? Il vous dit que... Alors, on a... on a donc une bobine constituée de N-spire, de rayon R qui est petit par rapport à la longueur L. La longueur L totale de la bobine.
Donc, si on est dans ce cas-là, ça veut dire que on prendra le B de la bobine, qui est quasiment le champ magnétique, le B, oh, j'enlève le vecteur ici, le B d'un solénoïde infini. Et vous vous souvenez que le champ magnétique d'un solénoïde infini, c'est mu0 n, alors I sur L. L étant la longueur. Je vous mets un petit L pour pas que vous confondiez avec le grand L de l'inductance. D'accord? Donc ça, vous vous souvenez, ça on l'a fait au premier semestre. Le flux. Si on fait le calcul du flux. Du flux propre. Alors, calcul du flux propre à travers une spire. N spire. Non, une spire et après je ferai les N. À travers une spire. Donc, ça vous fait, c'est donc une spire de section S. Hein, je vous rappelle, S est égal à pi r carré. Donc, ça vous fait quoi? Ça vous fait du SB. Parce que vous voyez que ça, c'est une constante. Constante par rapport à l'espace. Je ne parle pas du temps, hein, parce qu'il y a du I de T, heureusement. Donc, le flux, hop, ça vous fait du... Ça va, vous voyez toujours, j'ai des trucs qui apparaissent, ça m'inquiète. B de T, de la bobine. D'accord? Maintenant, je vais faire la même chose à travers toute la bobine. Donc ça, je peux peut-être remplacer. Donc ça vous fait du S, du mu0 n I de T sur la longueur de la bobine. Donc à travers les n spires de la bobine, à ce moment-là, le flux, ça c'était une spire, et donc ça c'est le flux de la bobine. C'est donc n fois le flux à travers une spire. Ce qui nous fait donc du S mu0 n carré I de T sur L. Or, le flux de la bobine, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était LI. Et donc ici, on fait apparaître le L. Donc l'inductance de cette bobine, donc l'inductance propre, l'inductance ou self-inductance de la bobine est de point. Et vous voyez bien que ce que je vous ai dit tout à l'heure est vrai. C'est une constante qui dépend bien de la perméabilité magnétique du milieu et des caractéristiques géométriques de la bobine. D'accord? Voilà. Et là, on a du Henry. Donc, quand vous utilisez un appareil, quand vous utilisez une bobine en électronique, et qu'on vous dit qu'elle est de tant de millihenry, bah ce calcul de tant de millihenry, il a été fait d'après la géométrie de la bobine que vous avez. Alors, mu0, c'est quoi déjà? Mu0, c'est 4pi 10-7. Donc là, S, c'est en mètres carrés. Donc on a du mètre carré, N, ça n'a pas d'unité. Donc du mètre carré sur du mètre, donc on a du mètre. Et donc pour avoir du Henry, donc ça c'est du Henry, mètre moins 1. D'accord? Ça va? Donc l'électronique, tout ce qui est composants de base, résistance, condensateur et inductance, ont été inventés par les personnes qui ont fait de l'électromagnétisme en premier. Et ensuite, ils ont été utilisés dans pour tout ce qui est électronique derrière. Bon, après, l'électronique, elle a pris son essor avec tous les nouveaux composants qui sont créés. Mais la base de l'électronique, c'est
résistance, condensateur et inductance. Voilà, donc là j'ai fini le cours sur l'induction. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de faire là? Oui. Oui, dis-moi. Enfin, j'avais vu que dans les exos, c'était pas grand N, c'était petit n. Parce que c'est un nombre de spires par unité de longueur. Le grand N? Non, le grand N, c'est un nombre de spires. Regarde, là-bas, la bobine constituée de N spires. Ah, d'accord. Mais donc, Et du coup, là, petit n, si tu veux, ce serait grand N sur grand L, ici. Puisque j'ai N spires sur une longueur petit L. Donc, le petit n, c'est le nombre de spires divisé par la longueur. Ah, d'accord, ok. D'accord, en termes d'unité. D'accord. D'accord. Et madame, juste, lorsque vous avez écrit le flux est égal à S fois B de T, Oui. là on a considéré qu'on a déjà fait l'intégrale, etc. Oui, ouais. Bah oui, parce que regarde, j'ai dit que c'était une constante. Ah, d'accord. Ok. Comme c'est une constante, bah B double intégrale de S, ça fait S, quoi. D'accord. Ok. Ça marche? On va faire un exercice d'application. Vous en avez fait déjà en TD. Je ne sais pas si vous avez déjà eu TD. Ah oui, hop. Il faudrait a priori que je fasse l'exercice 4 du TD. Vous pouvez redescendre un tout petit peu, madame, s'il vous plaît? Ouais. Je sais pas tout noté. D'accord. Comme ça? Ouais, merci. Super. L'exercice 4 du TD. Dame Ned, est-ce que je l'ai? Je pense que c'est du TD10. TD10, moi j'ai pas de bon truc. Alors attends, par contre il va falloir, parce que j'ai pas le bon poly, j'ai l'impression que j'ai un vieux poly moi. Juste je vais retourner sur Campus, il vous l'a mis à disposition sur Campus, donc je vais vérifier que c'est bien celui-là. Poly, deuxième partie. Donc exercice 1, exercice 2, 3. C'est exercice 4, il a dit? Sauf qu'on fait pas le coefficient d'inductance mutuelle. Dites-moi en TD, vous avez eu TD en ligne et TD en visio ou pas? Tous? Ou il y en a d'autres qui ont encore... Vous avez traité quels exercices? Ceux qui ont déjà fait en ligne et en visio, parce que je sais qu'il y en a qui ont de la visio vendredi. Donc, ceux qui ont fait les deux, visio On a et... fait la bobine, madame. On a fait l'exo 3 TD10. Vous avez déjà fait l'exo 3 TD10? D'accord. Yes. Et les exercices 1 et 2? Non. Nous, on les a fait en présentiel hier. D'accord, donc 1, 2, 3, c'est cette semaine, tout ce qui est en TD. Donc, a priori, c'est l'exercice 10, sauf que le coefficient d'inductance mutuelle, ok. Il est là, d'accord. Est-ce que il vous en parle dans le cours? Après, on peut le retrouver facilement, hein. Ok, bon, c'est pas grave, on va le refaire. Donc, c'est bon, on va faire, donc, c'est cet exercice-là. On va faire ça. Alors, l'inductance mutuelle, à votre avis, ça consiste en quoi? Vous avez une idée? Dites-moi, vous avez une petite idée ou pas? L'auto-inductance, c'est un objet sur lui-même.
C'est un circuit sur lui-même. L'inductance mutuelle, c'est l'action du champ magnétique d'un circuit sur quoi? Regardez, si vous regardez le premier exemple, alors attendez, je vais vous partager, c'est quoi ça? Si vous avez votre police sous les yeux ou pas? Dites-moi. Prenez votre poli, exercice 4. Vous avez ça. J'ai fait quoi de mon truc? Ah bah, inductance mutuelle, c'est peut-être au lieu que cet effet l'effet qui produit la cause, elle le produit sur elle-même, au lieu que ça se passe comme ça, elle le produit sur l'objet qui est à côté. Voilà, sur un autre circuit à côté. Si vous regardez cet exercice 4 du Télé10, vous avez un fil avec un courant I1 qui, lui, crée un champ magnétique B1. D'accord? Ce champ magnétique B1, si vous mettez un circuit à côté, vous allez créer potentiellement un courant induit dans ce circuit à côté. Donc, ça veut dire que B1 va créer un courant induit dans le carré. Là, vous voyez la partie A là, de votre exercice. Donc, vous avez le flux de 1 sur le circuit 2, d'où l'écriture phi 1 vers 2. D'accord? Le coefficient d'inductance mutuelle, c'est le coefficient qui vous définit l'action du circuit 1 sur le circuit 2. Ça, c'est exactement comme l'auto-induction. C'est le flux qui va être égal à une constante fois le courant initial. Et donc, dans ce cas-là, le coefficient d'inductance mutuelle, on le voit tout de suite dans l'écriture, qui a été montré que c'est bien quelque chose qui est lié à la géométrie de l'objet dans lequel on calcule le flux, et c'est lié à la perméabilité magnétique du milieu dans lequel le champ magnétique était créé. D'accord? Donc si je regarde, je fais mon petit hop. Donc je remonte. Bon, ça ne veut pas plus. Donc c'est TD10 exo 4. Donc c'est partie A. Partie A, on a le fil, c'est pas droit du tout, désolé. On va essayer de faire quelque chose de droit. C'est pas mieux. Et ici, j'ai quelque chose comme ça. Et donc attendez, il faut que je revienne aux dimensions. C'est D, A et B. Donc là, on a A. Là, on a D. Et D. Et là, on a B. B. Donc, le courant I1 génère un champ magnétique B1. Si je regarde dans le plan de la feuille, donc là, dans le plan, je vais avoir un champ magnétique, hein, I1, B1, je vais donc avoir un champ magnétique qui rentre comme ça. Là-dedans. Donc, j'ai Madame, I1, pourquoi vous avez oui, fait une croix? pour montrer que le champ magnétique rentre Il rentre. dans la feuille. Il rentre dans la feuille. Ah oui, oui, La oui. main droite, tu te souviens, la règle de la main Oui. droite. Oui. Hop. Donc là, j'ai I1 de T. Alors, il va peut-être que je mette des... je suis en coordonnées, excusez-moi, en coordonnées cylindriques. Donc, j'ai I1 de T qui me crée B1 de T. Et vous vous souvenez que le champ magnétique d'un fil infini, c'est mu0 I sur 2pi R, ici, Uθ. D'accord? Je regarde le flux de B1 à travers le cadre de côté AB.
Donc le flux de B1 à travers le côté AB, c'est donc ce qu'on appelle le flux de 1 sur 2. Parce qu'en fait, ces deux circuits génèrent un champ magnétique chacun qui influe sur le circuit précédent. Sur l'autre circuit. Pas précédent, pardon, sur l'autre circuit. Une spire agit sur elle-même, mais deux spires côte à côte vont agir sur elles-mêmes, mais aussi sur l'autre. Donc vous avez le flux propre et vous avez le flux mutuel, d'induction mutuelle. L'idée, c'est que chacun sont une constante par rapport au courant, ces flux. Quand on est en auto-induction, cette constante, c'est l'inductance ou la self-inductance de l'objet qu'on regarde. Si on a deux objets qui agissent l'un sur l'autre, ce flux de 1 sur 2 ou de 2 sur 1 va s'appeler c'est le flux d'inductance, le flux d'action mutuelle. Et la constante, à ce moment-là, on va l'appeler M qu'on vous demande de déterminer, qui est le coefficient d'inductance mutuelle. D'accord? Donc c'est exactement la même idée. Donc un objet agit sur lui-même, mais deux objets côte à côte agissent sur eux-mêmes, mais aussi sur l'autre. Donc ça se traduirait par phi de 1 sur 1, c'est l'action du fil sur lui-même, et phi de 1 sur 2, qui est l'action du fil sur le cadre à côté. Pour le deuxième objet, on aurait du phi de 2, l'action du cadre sur lui-même, plus le flux phi de 1, qui va être l'action du cadre sur le fil. Donc normalement, le flux total, c'est la somme des flux propres plus mutuels. Ça va, vous comprenez l'idée? Oui. Donc ça, c'est donc B1. Et je mets du DS2 à travers la surface du cadre. Dans le cours, si vous voulez, ici, pour la spire, ça aurait été phi 1 sur 1, l'action de 1 sur lui-même. Donc quand on fait ce calcul, donc si vous le faites avec moi, vérifiez bien que ce que j'écris est correct. J'ai donc B1, on a dit que c'était mu0 I1 de T sur 2 pi R, U θ, scalaire ici. Le ds, ça va être quoi? Le ds du cadre. Dites-moi. Madame, déjà, ils nous disent que B1 de M, c'est un moins qui est devant. Je sais pas si jamais. Mais... Ça, c'est certainement parce qu'ils ont mis le ds de l'autre côté. Attendez. Après, ils le mettent par rapport à UX, donc je crois que c'est aussi pas à cause de ça. Ouais, c'est parce que c'est par rapport à UX. Moi, je te mets par rapport à Uθ. Okay. Ouais, c'est pour ça. Je te dis, c'est par rapport à l'orientation. Et je vois pas, en fait, j'ai pas l'exo, moi, j'ai pas pris le bon poly. Bon, c'est pas grave. Attends, je retourne sur... Non, mais c'est bien ça, c'est juste parce qu'en fait, oui, ils mettent UX qui est dirigé vers nous plutôt que Uθ qui rentre dans l'écran. Ok. Oui, c'est ça. Alors, vous voulez que je le mette en X ou pas? Non, restez en θ, c'est juste, pardon, l'exercice, je pensais pas qu'il ait mis en fonction de UX. D'accord, ok. Moi, j'ai juste fait en fonction du θ, et si vous voulez, après, je mettrai les axes UX, UY, si vous voulez, pour qu'on puisse voir avec le signe moins. Là, j'ai juste mis en Uθ. Donc, le cadre ici. Alors, si je mets avec Uθ, c'est quoi les éléments de surface? Les éléments de surface de ce cadre? DY, DZ. Ah, je suis pas en DY, là. Mais le cadre, si on veut sa surface, on a besoin de DY. C'est d'où l'intérêt de le mettre. Non, mais je peux le mettre en DR et DZ. Hein. Ah oui. Parce que c'est du θ. Donc je peux mettre du DR, DZ. Uθ. Ça, c'est si on reste en cylindrique. Bah, du coup, je vais le faire aussi. Ça, c'est si on reste avec la base UR, Uθ, UZ.
D'accord? Ça va? À ce moment-là, je conserve le R ici. Puisque c'est avec ici à l'intérieur, et là, on est situé à la distance petit r. D'accord? Les bornes à ce moment-là pour R, bah, ça va être de D à D plus A. Et les bornes pour B, ça va être de 0 à B. Donc, si je fais mon calcul, ici, mu0, il sort, I1, il sort 2pi, ça sort. Mon dz, je multiplie par B. Et l'autre, j'ai l'intégrale de D à D plus A de dr sur R. Ça fait du ln. Donc, le flux... Madame? Oui? Je comprends pourquoi on n'utilise pas UX, UY, UZ. Pourquoi pas? J'ai décidé de rester en polaire. Ah, d'accord. Mais je peux le faire, on va le faire en cartésien. Oui, je ne serai pas en polaire, en cylindrique. Mais, ah d'accord. Parce qu'à la base, on est en cylindrique dans l'exercice. Bah, tu as un fil. Moi, je suis partie du fil. Ah, d'accord. Tu vois, il est en θ, ça tourne autour. Oui, Donc, oui, moi, oui. je te dis, quelle que soit la position. Maintenant, je peux rester en cylindrique, mais je vais vous le faire en cartésien aussi. D'accord, merci. D'accord? Ça va? Il n'y a pas de... Et le signe moins, c'est juste lié au produit scalaire du champ magnétique qui est dans orienté selon le UZ, selon les UX négatifs. C'est tout. Et là, moi, j'ai décidé que mon DS, il était dans le sens Uθ. Alors, il faudrait que je regarde l'énoncé, comment il vous a fait. Attendez, je me remets dans l'énoncé. Toc comme ça. Il vous a bien mis le X comme ça. Donc, mon champ magnétique est comme ça. Et mon DS, il est... du coup, ils ont mis le DS selon UX. Vous voyez ici votre champ magnétique, là. Il est négatif. C'est tout. Mais je vais vous le faire aussi. Je vais vous faire les deux, comme ça, ça va éviter de vous perturber. Moi, je vous montre en cylindrique. J'ai décidé que je restais en cylindrique. Donc, ça me fait, pour l'instant, ça me fait ça. Sur 2pi. B. ln de... Bah, ln de A moins ln de B, ça vous fait du ln de A sur B. Voilà. Et le coefficient d'inductance mutuelle, il est là. C'est celui-là. Et ça, c'est M12. Et normalement, M12, ça doit être égal à M21. Puisque c'est un coefficient d'inductance mutuel, donc mutuellement, ils agissent de la même façon, qui est aussi égal à M21. D'accord? Si je me mets en cartésien, donc attention si je me mets en cartésien, donc en cartésien, j'ai le... ici, j'ai I1, j'ai I1 de T. En cartésien, on vous a mis donc Y, Z, X qui vient vers nous. Le cadre est là. Le champ magnétique, il est toujours comme ça ne change pas. Hein, c'est pas parce que on met le cadre. Sauf que, alors attention. Ah, j'ai plus la main. Qu'est-ce qui se passe? Ah si. C'est bien MT. Sauf qu'ici, j'ai plus R, mais j'ai Y. La position Y. Et donc, mon champ magnétique B1, si je suis en cartésien, c'est donc égal à mu0 I1 de T. Ça, c'est dans le plan de la feuille. Hein. I de T sur 2pi, et là, ça ne va pas être R, mais ça va être du Y. Et comme je suis orienté de l'autre côté, c'est donc du moins UX.
le flux, l'élément de surface, il a décidé qu'il était comme ça. Ça, c'est DS2. Pardon, il a fait un point. Il a décidé que c'était dans ce sens-là. Donc, le flux de 1 vers 2, j'ai toujours double intégrale de mu0 I1 de t sur 2pi y moins ux scalaire. Et dans ce cas-là, vu qu'on est en cartésien, à ce moment-là, c'est dy. Hop là. dz ux. Parce qu'il a décidé de mettre ux vers nous. Alors peut-être que c'était lié au sens de rotation de I2, mais bon, ça me... Moi, j'ai mis le DS ici, je l'ai mis dans ce sens-là. Hop, CTRL Z, pardon. Moi, j'avais mis le DS comme ça, là. J'avais mis dans le même sens que... J'avais mis comme ça, par exemple. Et là, le DS, il fait venir vers nous. Je vous mets juste par rapport aux signes qui sont dans le poly, que vous trouvez dans le poly. Donc, les bornes, c'est donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on avait dit là? C'était D à D plus A, ça ne change pas, et je vais de 0 à B. Donc, on retrouve bien mu0, I1 de T sur 2pi, j'ai donc un signe moins devant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai quoi? J'ai le B. Et j'ai toujours pareil, j'ai ln de D plus A sur D. Avec un moins devant. Mais ça ne change rien au fait que là, j'ai le coefficient. Hop là. Voilà. Et le signe moins est uniquement lié au sens de B ou au sens de l'élément de surface que tu as décidé de mettre comme ça. Alors certainement que l'élément de surface, il l'a mis comme ça pour... parce que I2 tournait dans ce sens-là. C'est tout. Ça va ou pas? Madame, je sais pas pourquoi est-ce qu'on a trouvé moins mu0 Parce que le DS2, parce que X il vient vers nous alors que B il rentre dans la feuille, parce que DS2 il a décidé que c'était dans ce sens-là, parce que il l'a mis à fonction de I2. Il l'a mis de telle façon qu'on avait I2, tu vois. Là, I2 est comme ça. Ah, pourquoi je voudrais du rouge? C'est tout. Mais c'est de l'arbitraire, hein, tout ça, l'essence de rotation. C'est de l'arbitraire. Je peux faire pareil, hein, moi aussi, si je veux, hein, si tu veux. Je peux faire exactement pareil. Regarde, si je mets la même chose que lui, c'est-à-dire si je mets dans ce sens-là mon DS2, et que je me fie à mon I2, je me dis, allez, je fais tourner le I2 tourne comme ça, j'oriente le DS2 dans le même sens. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais mettre un moins ici. Et si je mets un moins ici, je retrouve le moins ici. On l'oriente comme on veut en réalité. En réalité, oui. C'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas de... Et je vous mets le moins ici. Donc, je vous ai mis en rouge, vous voyez, cette façon de... Si je décide d'orienter comme ça, mon DS2, par rapport à mon I2, à ce moment-là, le signe moins, il n'est pas dans mon champ magnétique, mais il est dans l'orientation de ma surface. Et donc... Oh, purée, excusez-moi. Je suis un peu trop rapide pour ma tablette. Et donc, j'ai remis le signe moins et le signe moins. Voilà, comme ça, j'ai mis l'élément de surface comme ça a été posé. Donc, quand on voit phi de l'objet sur lui-même, l'induction de l'objet sur lui-même, c'est ce qu'on pourrait appeler du phi 1,1, c'est-à-dire que ce serait l'action de B1 sur DS1, avec le flux de B1 à travers S1. Et quand on fait du flux 1,2, c'est donc une action mutuelle, c'est l'action du B1 sur S2. Et là, l'inductance propre, ce serait du L11, si vous voulez, ou du M11. Et l'inductance mutuelle, c'est du M12.
et qu'on aille de 1 vers 2 ou de 2 vers 1, l'inductance mutuelle est la même. L'action de l'un sur l'autre ou de l'autre sur l'un est exactement la même. Oui, j'ai toujours la même expression. Quel que soit le système de coordonnées que je prends, je ne dois pas, ça ne doit pas changer l'expression finale de mes coefficients. C'est pour ça que je vous montre, vous voyez, ça marche en cartésien, ça marche en cylindrique. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Et madame? Oui. M22 et M11, les inductances propres, elles sont pas égales par contre. Non, elles ne sont pas égales puisqu'elles dépendent de la géométrie d'un objet. Ok. Ouais. D'un seul objet. Alors que M12 ou M21, elles dépendent de la géométrie des deux objets. Donc la géométrie des deux objets, quelle que soit la façon dont tu les regardes, c'est toujours la même, ça ne change pas. Donc forcément, ils sont identiques. Ok. Ok. Alors, regardez. La partie B, on a deux solénoïdes l'un dans l'autre. Donc on a des longueurs, ils sont de longueur L1 et L2, qui sont assez grandes, constituées de N1 et N2 spires chacun, respectivement, et respectivement parcourus par des courants I1 et I2. Et ils ont de rayons R1 et R2. Donc R1 est plus petit que R2. Comme on considère que R1 très petit devant L1 et R2 très petit devant L2, on vous dit qu'on peut considérer que le champ magnétique à l'intérieur des solénoïdes et des bobines, pardon, est comme si c'était un champ magnétique d'un solénoïde infini. Donc on reprend là ce que je vous ai donné comme exemple dans le cours. On retrouve le mu0ni. D'accord? Donc je vais mettre un petit 1 pour le B1 et un petit 2 pour le B2. On va mettre les indices. Est-ce que je peux remonter? C'est bon, vous avez tout copié? Oui? Bon, pas d'écho, mais je pense que c'est bon. Donc la partie B. La partie B, comme ceci. Donc on a Z. Là, ici, R1 et R2. D'accord? Comme ceci. Donc on a L1 qui est très très grand devant R1. Donc on va avoir que B1, c'est donc mu0 N1, N1, je vais y arriver, I1 de T. Alors il tourne comment I1? Attendez, il faut peut-être retourner pour être sûr que I1 il tourne comme ça et c'est I2 qui tourne vers l'extérieur. Alors I1 est comme ça. I1 de T et I2 est comme ça. Ça veut dire que d'après la main droite, I1 de T est selon moins UZ. D'accord? L2 très très grand devant R2. Donc ça veut dire que, il faut que je décale un petit peu, c'est collé. Ça veut dire que B2, c'est donc mu0 N2 I2 et comme ça, donc plus UZ. D'accord? Mais ça, c'est à l'intérieur. À l'intérieur des solénoïdes. Vous vous rappelez que la théorie des solénoïdes infinis. À l'extérieur, les champs sont nuls. Vous vous souvenez de ça? On vous demande de déterminer le flux de 2 sur 1. Hop, on cherche flux de 2 sur 1. Donc si vous vous souvenez ce que je vous ai dit, c'est l'action donc de B2 sur la section, sur la bobine 1. Donc, on y va. La bobine qui est constituée de
de N1 spire. Ça veut dire qu'on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc N1. CTRL Z. Je vais vous faire un truc comme ça. On va faire N1 fois le flux de B2 à travers une spire de la bobine 1. Et j'ai multiplié par N1 devant. Ça va, vous me suivez ou pas? Vous me dites si vous ne me suivez pas. Donc, la quantité de champ magnétique B2 qui passe à travers DS1. B2, c'est mu0. N2, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est donc N2 sur L2. Multiplié par I2. UZ. Scalaire. Alors, scalaire quoi? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on regarde? Je vais trop vite. Je suis en train de vous mâcher le travail. Non, Du coup, c'est un puis R cylindre, au donc contraire. c'est R dθ Z. Ouais, donc R dθ dz, t'es sûr? dr plutôt. Ça serait Ouais, mieux. c'est plutôt dr, ouais. Et du coup, faire comme ça, c'est dirigé par UZ. Ouais, Du coup, donc le dr. scalaire qu'il faut bien. Ok. Alors, si on refait ce qu'on a dit tout à l'heure, tu sais, pour le DS1, comment je l'oriente? Tu décides de l'orienter avec le I1 ou pas? Ou tu veux que les DS ils soient tous dans le même sens? Si on fait ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut prendre le DS1 dans le même sens que B2 est comme ça. Donc ça veut dire que DS, c'est B2, pardon. B2, ouais. Donc B2 est comme ça. DS1, ça veut dire que DS1, il rentre dans la... il serait comme ça, DS1. Si je reprends la même chose qu'on a fait tout à l'heure avec la règle de la main droite, là, si je me mets, je mettrai le DS1 comme ça. Ça vous va? À travers toute cette surface S1. Donc là, ça pourrait être du moins UZ. Les bornes. 0, R1, 0, L1. Puisque je regarde... non, pas des Z, excusez-moi. N'importe quoi. Oh là là. C'est pas le DZ qu'il fallait enlever, c'est pas le DR, c'est pas le dθ qu'il fallait enlever, c'était ici. RDR dθ, pardon. Donc de 0 à 2π. Donc, si on fait l'intégrale, donc ça fait N1, N2, mu0, I2 sur L2 multiplié par pi R1 carré. Et dans ce cas-là, je mets un moins devant. Ça va? Le coefficient, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ou je vais trop vite? Non, c'est bon. C'est bon? Madame? Oui. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, comment vous avez fait pour mettre moins UZ et pas UZ? En fait, c'est purement arbitraire. J'ai dit que j'ai repris un petit peu la partie A précédente qui vous avait été donnée, où j'ai orienté l'élément de surface d'après le sens de rotation du courant. C'est purement arbitraire. Okay. Si I1, il tourne comme ça, donc pour moi, il tourne comme ça veut dire qu'il rentre dans la feuille. Ok. Tu es d'accord? Oui. Donc, ça veut dire que mon DS1, il est bien orienté selon moins UZ. Du coup, c'est bien le courant I1 qu'on prend en j'ai référence. pris oui, parce que tu fais l'action de 2 sur 1. Okay. Donc, c'est DS1 qui m'intéresse.
Ok, Donc j'ai pris du coup le courant I1. Mais si on fait l'action de 1 sur 2, vous allez voir, on va faire l'autre, et du coup on prendra dans l'autre sens. Vous allez voir, c'est pareil. Ok, merci. Et donc là, je fais apparaître lui là. Madame, excusez-moi, vous pouvez rappeler c'est quoi ce que vous avez pris arbitrairement? Le sens de DS, de DS1. Parce que je peux l'avoir selon plus UZ ou selon moins UZ. Et donc ce que j'ai fait comme on faisait d'habitude, j'ai dit bah je prends la règle de la main droite. Si je dis que le courant I1 est comme ça, j'ai mis DS1 dans ce sens-là. Arbitraire. Donc ça, c'est un sens arbitraire. Donné par la circulation de I1. Madame, vous pouvez remonter un tout petit cran après, s'il vous plaît? Ouais. Comme ça. C'est ce que t'appelles remonter. C'est comme ça ou comme ça? Mais madame, pourquoi vous avez changé l'orientation entre la première spire et la deuxième, enfin entre B1 et B2? Ah, j'ai pas changé l'orientation de B1 et B2. Ah, pour le plus Z et moins Z? Oui. Bah, ils tournent pas dans le même sens, les courants. Ah, ok, d'accord. Tu le vois d'après l'énoncé, hein, ça tourne pas dans le même sens. Donc si ça tourne pas dans le même sens, les champs magnétiques ne peuvent pas être dans le même sens selon Z. C'est pour ça que B2 est selon plus UZ et B1 est selon moins UZ. Donc là, j'ai M1,2. On va vérifier ce que je vous ai dit. C'est bon, Tanguy, au fait, là pour... C'est validé. C'est validé, ok. Ok. Alors, maintenant, je fais flux de 1 sur 2. Donc, on en revient à... Donc, si flux l'action de... Hop là. De 1 sur 2, c'est l'action donc de B1 sur DS2 sur la bobine 2. Donc, c'est N2 multiplié par le flux sur une spire, traversée par bobine 2, traversée par B1, et est une spire de 2 de la bobine 2, traversée par B1. Donc, je suis toujours avec mon B1, scalaire, DS2. En termes de bornes, donc on reprend, donc B1, j'avais dit c'était quoi? C'est mu0, N1 sur L1, I1. Et là, j'avais du moins UZ. Scalaire, et donc là, il va falloir orienter le DS2. Et le DS2, on va faire, je fais ça. Mon DS2, du coup, si je prends encore le sens arbitraire donné par la circulation de I2, ça veut dire que le DS2, il vient vers nous. Si vous lâchez les crayons, les droitiers, que vous faites ce que je suis en train de faire avec le courant, et les gauchers, vous faites automatiquement. Donc là, vous avez le DS2. Donc, on a toujours donc R, DR, dθ. Et là, par contre, c'est du plus UZ. D'accord? Mais c'est à travers la surface d'une spire de la bobine 2 traversée par B1. Quelles sont les bornes d'intégration, du coup? De R1 à R2, de 0 à 2π. Alors, R1, R2, ça veut dire que tu regardes... Vous voyez ma flèche là sur l'écran? Vous la voyez ma flèche? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que tu intégrerais de là à là. Ah non, parce qu'il y a toute la ligne à l'intérieur aussi, du coup, qui compte. Ouais. C'est de 0 à R2, du coup. Ok, du coup, 0 à R2. Alors, si vous faites de 0 à R2, quelle est la partie utile dans laquelle il y a B1? De 0 à R1, du coup. Ouais, que de 0 à R1. Parce que c'est la surface de la bobine 2 traversée par B1.
Et la surface traversée par B1, elle est là. Alors, j'essaie de vous mettre une autre couleur. Donc, hop là. Si je vous... Non, pas en noir, c'est pas joli en noir. Qu'est-ce que je vous mets du jaune? Si je vous mets du jaune, ça, pour moi, en jaune, hein, je vous fais un trait ici. Ça, c'est la surface de S2 réellement traversée par B1. Puisqu'il n'y a rien à l'extérieur. Donc le B1, il est confiné entre 0 et R1. Mais madame, pour la partie A, nous, le B1, il était dans S2. Bah oui. Ah, c'était pas S2 qui était dans B1. Enfin, Oui, oui. Mais donc ça veut dire que l'intégrale de la surface, B2, il était partout à l'intérieur là. Donc toutes les surfaces à l'intérieur du grand solénoïde étaient traversées par B2. Du moment que le rayon R1 est plus petit que R2, tout est traversé par le champ magnétique B2. Puisque B2, il est partout là-dedans. Partout là-dedans, là-dedans, là-dedans. Donc, cette surface-là, elle était complètement traversée par B2. Donc, il n'y avait pas de contrainte géométrique. Automatiquement, tout était traversé. Je n'avais pas à m'inquiéter. Alors que quand on fait l'inverse, B1, lui, il est confiné là-dedans. Donc, si je regarde ce que fait B1 à travers la grande bobine, eh ben, en fait, c'est comme si je regardais ce que faisait B1 à travers la surface S1. C'est tout. À l'extérieur, je n'ai pas de B1. Donc, je pourrais décomposer ici, si vous voulez. Je peux vous mettre de... Allez, on va mettre de 0 à R2. Ici, je vais mettre de 0 à R1 et de 0 à 2pi. Et ça, c'est du N2. Plus N2 de R1 à R2, de 0 à 2pi, de rien. Car B1 est confiné. J'arrête, non, pas le mot confiné, non, pas confiné. Et bah, je vais garder confiné, désolé. Est confiné de 0 à R1. Car il n'existe pas de champ magnétique à l'extérieur des bobines. Car il n'existe pas de B1 à l'extérieur de la bobine 1. Donc ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est juste l'intégrale de 0 à R1. Ça va, vous avez compris? Ça veut dire que je vais avoir du N2 fois N1 fois mu0 fois I1 sur L1 alors faut vérifier que je ne me suis pas trompée, on va refaire les calculs, multiplié par pi R1 carré tac, avec le moins devant. Et qu'est-ce qu'on me dit dans l'énoncé? Il faut que je vérifie un truc. Tac, avec les longueurs. Tac. Je reviens ici. Alors. Madame, j'ai pas compris. Surface, une spire de la bobine 2 traversée par B1. Bah oui, parce que j'ai mis N 2 fois. T'as combien de spires dans ta bobine 2? Bah, N fois. Ah, ok. N 2 fois. T'en as Ouais. N 2.
Mais pourquoi c'est égal à la surface de la bobine 2 traversée par V1? Parce que tu as une spire, tu as 2 spires, tu as 3 spires, c'est les mêmes. La surface, c'est la même. La surface à travers chaque spire, c'est la même. Ah ouais. D'accord? Tu vois ou pas? Ouais. C'est la même, c'est S. C'est S. C'est S1, c'est S1, c'est S1. Ou S2, 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 comme tu veux. C'est pareil. C'est la même section, sauf que tu as N 2 fois. Donc, soit tu fais, tu considères le flux à travers une spire, et ensuite, bah, tu multiplies ça par N2 fois, qui est le nombre de spires. Ok, merci. Ok. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on doit obtenir. Comme j'ai pas l'énoncé, je ne vois pas ce qu'il veut vous faire montrer. Hop, hop, moi j'ai ça là. Logiquement, les bobines, hein, pour moi, L1 et L2, elles ont même taille. Hein. Elles ont même longueur. Hein. Mais là, du coup, madame, on Oui. peut pas dire que I1 est égal à I2? Ah non, j'en sais rien en fait. Bah, on avait vu tout à l'heure que le flux sur lui-même. Le flux mutuel, on l'avait dit que c'est flux de 1 sur 2 et flux de 2 sur 1, et bah, ils étaient égaux. Donc c'est M12 I1 et flux de 2 sur 1, c'est M de 1 I2. Ah, c'est que les inductances qui sont égales en fait. Ok. Ouais. Ok. Et logiquement, le flux total, c'est phi1,1 plus phi1,2 pour la première. Et ainsi de suite. Et donc, du coup, phi1,2 n'est pas égal à phi2,1. Non. D'accord. Bah non, parce que les courants ne sont pas les mêmes. Madame, est-ce que vous pouvez remontrer le flux de 2 sur 1, enfin de... Ouais. Alors, normalement, pour moi, les bobines, elles ont même longueur. Hein. Ah. Ou alors, tu fais du N spires par unité de longueur. Tu travailles soit par un nombre de spires total, soit par le nombre de spires par unité de longueur. Donc, je vous ai mis L1, L2, moi, j'aurais mis L. Ouais, parce que du coup, là, L1 égale à L2, sinon, c'est pas... Oui. En fait, ce qui t'intéresse, toi, c'est la longueur sur laquelle, parce qu'en fait, ici, là, je vous ai mis sur N1 sur L1. Ah, ça ne veut plus bouger. Ça y est, ça bouge encore. Sauf que, attention, c'est limité par la longueur d'une des bobines. Donc, si c'est L1 qui est plus petite que L2, bah, c'est L1 qui limite. Si c'est L2 qui est plus petit que L1, c'est L2 qui limite. Vous voyez ce que je veux dire? Si on a ça, hein, vous comprenez, c'est pour ça que je veux vous mettre que, en gros, je vous ai mis L1, par exemple, si je vous mets ça, comme ça, tu vois ici, là, hop, avec Z. Alors, c'était laquelle? Ça, c'est L1, hein, c'est la une qui est dedans. Hein. Donc là, c'est L1. Et là, c'est L2. Donc, je vais essayer de je vais vous montrer. Donc, ici, c'est N1 fois. Donc là, on a N1 pour lui et N2 pour lui. Si je fais l'action de 1 sur 2, on est d'accord? Donc, ça va être du mu0. On va peut-être faire comme ça. Je vais peut-être faire N1, I1 multiplié par N2 fois S1.
D'accord? Et l'action de 2 sur 1, c'est mu0 N2 I2 multiplié par N1 et fois aussi S1. Ça va ou pas? Oui ou non? Oui, oui. Ok. Si L1 est plus petit que L2, alors, pas très petit, mais plus petit que L2, alors la longueur limite, entre guillemets, ou la longueur d'action, c'est L1. Donc ça veut dire qu'on aura toujours du donc phi 1,2, pardon. Donc M1,2 sera égal à M2,1. Et à ce moment-là, ça va être du... alors j'ai dit quoi? Là, c'est trop lent mon truc là-haut, désolé, ça descend pas vite. C'est donc N1, N2, mu0, donc c'est N1, N2, mu0, S1 sur L1. Et si c'est l'inverse, si c'est L2 qui est limitant, à ce moment-là, c'est le nombre de spires dans... Donc si c'est L2 qui est plus petit que L1, alors la longueur d'action, c'est L2. C'est la longueur limitante en fait. Hein. Donc à ce moment-là, je vais peut-être vous faire une petite correction du coup au-dessus. Je vais garder les N1 et N2. N1, N2, mu0, S1, L1. D'accord? Alors du coup, on va faire ça. Vu que je fais les cas, on va faire un truc comme ça. Ici, on va garder... Regardez ce que vous allez faire. Si j'arrive à récupérer la main. Voilà, ça descend doucement. Donc, ce que vous allez mettre ici, regardez. Là, ici, plutôt que de me mettre N2 sur L2, vous allez me garder le petit N2. D'accord? Et donc là, vous me gardez le petit N2. Ici, vous allez me garder le petit N1. Et donc, vous m'enlevez ça et vous mettez le petit N1. C'est bon, vous avez vu? Vous devez enlever les... Oui ou non? Vous me dites. Oui, hein. C'est bon? Donc, du coup, j'arrive à quelque chose comme ça. Et là, je donne la précision. Voilà. Voilà, c'est peut-être plus, c'est plus rigoureux comme ça. Je sais pas, là, il me manque pas un petit moins quelque part? Non, je ne mets pas de moins avec les coefficients. C'est un coefficient. C'est lié à une géométrie. Voilà, c'est pas de... Le moins, c'est lié au côté arbitraire du sens de rotation, tu vois, du sens de ma surface. Donc, le coefficient, quand tu achètes une bobine, par exemple, même avec le coefficient d'inductance mutuelle, là, le L, pas mutuelle, pardon, d'auto-inductance, L, c'est 3 millihenri. C'est pas moins 3 millihenri. C'est comme, tu te souviens, pour la capacité du condensateur, c'est Q caractéristique sur la différence de potentiel. Quand tu achètes un condensateur, c'est pas négatif. Mais ton calcul, tu peux trouver, si tu mets la différence de potentiel à l'opposé, bah, tu trouveras une valeur négative pour ta capacité. Mais la valeur de la constante, quand tu achètes, c'est positif. Donc c'est pour ça que c'est uniquement lié à des sens soit de rotation, soit de je vais de la borne plus à la borne moins ou à l'inverse pour la condensateur. Madame? Oui?
pourquoi est-ce que quand la longueur d'action elle est égale à L2, le coefficient à la fin, Le c'est coefficient, il est L2. par Oui, L1? non, non. Ouais, tu sais Ok. quoi, j'étais en train de le lire. J'étais en train de me dire, oups, j'ai pas mis le bon indice. Merci. Ça va? C'est compris? Est-ce qu'il y avait d'autres questions derrière ou pas? Non. Madame, moi Ouais. j'ai pas bien compris ce que c'était la longueur d'action. Bah, c'est la longueur sur laquelle le champ magnétique agit. Ah ok, c'est juste ça. Ok, Bah merci. oui, si tu fais l'action de 1 sur 2, le champ magnétique, il est que là-dedans. Là, tu as B1 là-dedans. Et si Ok. tu fais l'action de 2 sur 1, entre guillemets, là, ou si tu veux, là, l'action du champ magnétique, elle est là. L'action, on va mettre l'action, on va mettre un truc comme ça. Enfin, c'est B. C'est B. Ouais, les- non, mais tu vois ce que je veux c'est dire, ouais. logique. Voilà, c'est là. Elle est juste là, limitée ici. Et madame? Oui. On en déduit que S1 sur L1, c'est égal à pi fois R au carré. R1 carré, ouais. Pi R1 D'accord. carré, S1. Ok. S1, c'est pi R1 carré. En fait, c'est la section de la bobine à l'intérieur qui prime. On est limité par, en fait, on est limité par tout ce qui est plus petit. C'est la plus petite longueur et la plus petite section qui prime sur la géométrie du coefficient d'inductance mutuelle. C'est sur L1, hein? Non? Pour celui-ci, oui, parce que L1 est plus petit que L2. Mais parce que dans. Et pour l'autre, c'est sur L2, parce que c'est L2 qui est plus petit que L1. Mais vous avez l'énoncé ou pas sous les yeux? Il est sur campus. Ah d'accord, parce que alors il doit avoir une erreur parce que ils mettent. C'est pas parce qu'il a mis des grands N. Oui. Parce qu'il y a des grands N. Oui, il y a une erreur sur comment dire, d'écriture. D'accord, ok. Si vous regardez bien ce qu'on a trouvé tout à l'heure, alors regardez, on va regarder en termes de. Je peux remonter. Donc c'est mu0 carré. On y va. Regardez. On revient ici. Le coefficient d'inductance. Attendez, je vais peut-être attendre. On y va là. Donc B. Donc regardez ici la dimension du M. C'est du mu0 fois une longueur. C'est normal puisque le coefficient est en Henry. Donc forcément tout ça, ça doit être en Henry. Ça doit être en Henry. Mu0, c'est des Henry par mètre, multiplié par des mètres. Ça donne bien des Henry. Un log, ça n'a pas de dimension, et de pi non plus. Donc de pi non plus. On redescend ici. Ça doit être du Henry. Pareil. Et ça aussi, c'est du Henry. N1, N2, ça n'a pas de dimension, parce que c'est un nombre, une quantité de, un nombre de. Mu0, c'est des Henry fois des mètres, par Henry mètre moins 1. Mètre carré sur des mètres, ça fait des mètres. Donc on a bien des Henry ici. Tout ça, c'est bien en Henry. Donc c'est bien homogène à des Henry. Dans le TD, si tu regardes dans l'énoncé, donc il y a une coquille, parce que sinon, c'est pas homogène. Oui, c'est vrai. D'accord. Et madame, dans le premier cas, du coup, ce que vous avez dessiné en vert, c'est bien l'action de 2 sur 1, c'est ça? Voilà. Là, c'est l'action de 2 sur 1. En fait, c'est l'action de 2 sur 1 ou de 1 sur 2. C'est pareil. Ah, c'est la même? C'est la même puisque le coefficient d'inductance mutuelle, c'est le même. Quand vous êtes dans des objets qui sont l'un dans l'autre, tu es limité par la plus petite section et la plus petite longueur. Ok, mais du coup, dans le flux est pas...
Le flux est pas pareil ici? Non, parce que les courants sont pas les mêmes. Tu en as un qui est lié à I1, un autre qui est lié à I2. Ok, d'accord. Les flux sont pas les mêmes, mais les coefficients, oui. D'accord. Alors, on va repartir sur un bout de cours. Madame, vous pouvez remonter un peu, s'il vous plaît? Juste, je fais une copie. C'est bon, merci. C'est bon? Donc là, on va repartir sur un bout de cours parce que les prochains cours, on va commencer à parler de l'électromagnétisme. Donc, c'est des équations de Maxwell. C'est-à-dire qu'on va sortir de la statique, de tout ce qui est statique, et on va partir dans tout ce qui est dynamique. C'est-à-dire qu'on va rajouter un facteur temps et le facteur onde, entre guillemets, en dynamique. Donc, en statique, on a vu en électrostatique, on a vu qu'une charge fixe ne pouvait créer qu'un champ électrique. En magnétostatique, on a vu qu'un courant ne pouvait créer qu'un champ magnétique. En dynamique, on va voir que un courant, si vous créez un champ magnétique qui dépend du temps, vous créera automatiquement un champ électrique qui dépend du temps et potentiellement, ça va créer une onde qui va se propager. D'accord? Donc, ça veut dire que dès qu'on arrive en statique, une source donne un champ. Et si vous coupez la source, le champ disparaît automatiquement. Il n'y a plus de champ. Que ce soit pour le champ électrique ou le champ électrostatique ou le champ magnétique, électrique ou magnétique. Alors qu'en dynamique, avec une source, vous pouvez créer les deux champs qui peuvent se combiner ensemble et générer une onde. Et une fois que l'onde est partie, même si vous coupez la source, l'onde elle continue sa vie, continue de se propager. Donc là, en dynamique, c'est la différence avec la statique, c'est qu'en dynamique, même si la source disparaît, les champs électromagnétiques continuent d'exister et de se propager. D'accord? Donc c'est une grosse différence entre statique et dynamique. Et Maxwell au siècle dernier, même il y a 2 siècles, parce que c'était au 19e siècle, il a réuni les travaux de Coulomb, les travaux de Faraday, les travaux d'Ampère. Il a réuni tous ces travaux et il les a mis sous forme d'équations électromagnétiques qui gèrent autant la statique que la dynamique. Alors à l'époque, il y en avait je ne sais plus combien d'équations, je ne sais pas, une quinzaine, il avait trouvé plein de choses. Au fur et à mesure, ça s'est réduit. Et quand ils ont commencé à utiliser les opérateurs vectoriels, on a réduit ces équations à 4. 4 équations qui montrent la source des champs E et des champs B, qui montrent le lien entre E et B, et qui montre que des charges magnétiques, ça n'existe pas. Donc ça, ce sont les 4 équations de Maxwell. Il y en a une qui est basée sur le théorème de Gauss, une qui est basée sur le théorème d'Ampère, une qui est basée sur l'induction, et une qui est basée sur le fait qu'on n'a jamais encore montré l'existence de charges magnétiques, à l'inverse de charges électriques. Ce sont les 4 équations de Maxwell. Donc il y a opérateur vectoriel, divergence, rotationnelle. Normalement, vous les avez vus en maths, ces 2 autres opérateurs vectoriels. Donc, on va faire juste un petit rappel de tout ce qui est divergence et rotationnelle, avec les circulations, avec les Green-Ostrogradsky, avec des théorèmes, 2 théorèmes. Je ne me souviens plus si on en avait parlé au premier semestre de ces théorèmes. Stokes, ça vous dit quelque chose, Stokes et Ostrogradsky? Je vous en ai parlé? Oui, mais c'était en maths qu'on avait plus. C'est en maths. Bon, voilà, on va les réutiliser, nous, en électrostatique, en électromagnétisme. D'accord, donc on va juste faire un petit rappel. Donc, je ne sais pas, on peut tirer un trait, on va faire outils mathématiques. C'est chapitre du cours ou outils mathématiques. On va faire outils mathématiques 2, le retour, parce qu'on avait eu
1, c'était les systèmes de coordonnées et l'opérateur Nabla. Là, on va faire petit rappel. Donc, la divergence. Est-ce que j'ai besoin, je vous rappelle le gradient? Non. Peut-être faire le gradient avec l'opérateur Nabla. Donc, le gradient, c'est Nabla, opérateur. Donc, c'est un opérateur donc, qui va être en cartésien égal à ça. Donc, je vous rappelle, vous devez les connaître absolument par cœur. Hein. Ça, c'est cartésien. Je fais rapide. Hein. Je fais extrêmement rapidement. Excusez-moi, j'ai pas la main là. Ah, ça y est. Tac. C'est donc aussi D sur dr UR plus 1 sur R D sur dθ Uθ plus D sur dz UZ. Et quand on est en sphérique, vous vous rappelez, donc on a toujours le D sur dr UR plus 1 sur R D sur dθ Uθ plus 1 sur R sinus θ D sur D phi phi. Donc ça va, ça vous vous en souvenez. On a pas mal utilisé. Ça, c'est l'opérateur gradient. L'unité d'un opérateur, hein, je vous rappelle, c'est des mètres moins 1. Nabla, c'est du mètre moins 1. Puisque c'est un opérateur dérivé. Après l'opérateur gradient, vous avez vu en maths l'opérateur la divergence. Donc, petit rappel, le gradient, le gradient ne s'applique. Donc, le gradient, c'est un vecteur. Et le gradient ne s'applique qu'à un scalaire. D'accord? Donc, ça, propriété. La divergence. La divergence, je sais pas là, s'applique. Donc s'applique à un vecteur, admettons div de A, et c'est Nabla, scalaire A. Ce qui veut dire qu'en cartésien, vous allez avoir, donc en cartésien, que je vous demanderai de connaître par cœur, hein, div de A, ce sera à ce moment-là d de AX sur DX plus d de AY sur DY plus d de AZ sur DZ. La divergence en cylindrique et en sphérique vous sera donnée automatiquement. Par contre, en cartésien, on vous demande de le savoir. Ça, je vous demande de le savoir par cœur en haut là. Tout ça là. Ça, c'est ça à savoir par cœur. Ça aussi d'ailleurs. On a un petit cœur. Par contre, elle vous sera donnée, la divergence sera donnée en sphérique et en cylindrique. Donc vous n'apprenez pas par cœur. En cylindrique et sphérique. Okay. La divergence, vous vous souvenez ce que c'est? C'est un scalaire. Et la divergence, comment j'écris divergence moi? Et la divergence ne s'applique qu'à un vecteur. Donc là, hop. Vous avez, attendez, ça met du temps à monter. Après, vous avez vu 1, 2, 3. Vous avez vu tout ce qui est rotationnel. Et ensuite, on va faire le lien avec tout ce qui est circulation, flux et tout ça, justement avec les deux théorèmes que vous avez vus en maths, Strzelecki et Stokes. Le rotationnel d'un vecteur,
c'est donc nabla vectoriel A. En cartésien, je vous demande de le savoir par cœur aussi. Donc, comment vous avez appris à le faire? Dites-moi, ce rotationnel, vu que c'est un produit vectoriel. En ligne, en colonne? Colonne. En colonne? D'accord. Alors, pareil, hein, vous devez savoir le retrouver en cartésien. Donc, ça veut dire que vous allez avoir donc, une composante en UX plus une composante en UY plus une composante en UZ. Et donc, ma méthode, c'est celle-ci. Si j'ai UX, forcément les dérivés qui sont dedans, ça va être c'est Y et Z. Si j'ai du UY, ma dérivée, ça va donc être du DZ moins D, DX. Je suis l'ordre logique. X, Y, Z. Y, Z, X. Z, et donc ce qui suit, c'est X. Ensuite, à l'intérieur, eh ben, on a donc la composante selon Z, la composante selon Y, la composante selon X, la composante selon Z, la composante selon Y et la composante selon X. Ça, vous devez aussi le savoir par cœur. Ma tablette fatigue. J'arrive pas à récupérer. Ah, ça y est. Tac. Donc, vous rappelez, le rotationnel, c'est un vecteur. Et le rotationnel ne s'applique qu'à un vecteur. On va aussi arriver à utiliser, pareil, hein, le rotationnel sera donné en sphérique, en cylindrique et sphérique. Donc, pas besoin d'apprendre par cœur en cylindrique et sphérique. En cartésien, oui. Après, vous allez voir, on va basculer on va utiliser aussi un autre opérateur qui est l'opérateur le Laplacien. On écrit comme ceci. Le Laplacien, il a une propriété, c'est qu'il peut s'appliquer autant à un scalaire qu'à un vecteur. Donc le Laplacien, lui, ce sont des dérivées secondes. Donc le Laplacien, je sais, vous l'avez vu en maths ou pas le Laplacien? Oui. Ok, donc c'est nabla. Vous l'aviez écrit comment en maths? Nabla scalaire nabla ou nabla carré? Nabla scalaire nabla. Nabla scalaire nabla. Donc ce sont des dérivées secondes. Donc ils s'appliquent à un scalaire. S'il s'applique à un scalaire, à ce moment-là, le Laplacien est un scalaire. S'il s'applique à un vecteur, le Laplacien prend la propriété de ce à quoi il s'applique et il devient un vecteur. Je vais vite, hein, parce que vous l'avez fait en maths, c'est pas un scoop. Hein. Donc en termes d'expression, si je l'applique à une fonction, donc un scalaire, j'aurai donc les dérivées secondes de cette fonction. Et z carré. Pareil, ça, je vous demande de le savoir par cœur. Tout ça aussi. Des fois, il y a des notations où il y a marqué nabla carré, hein, mais bon. Si je l'applique à un vecteur, à ce moment-là, j'applique le Laplacien à chacune des composantes. Et donc, je me retrouve avec 9 dérivées partielles secondes.
Là, c'est 3 dérivées partielles. Seconde. Là, pour le coup, je vais en avoir 9, puisque je dois appliquer à chacune des composantes le même opérateur, le même Laplacien. Pardon, c'est X d'ailleurs, excusez-moi, c'est un X ici. J'ai tellement l'habitude. D de AY sur DX carré, D de AY sur DY carré, plus D de AY sur DZ carré. Vous l'avez fait quand les opérateurs en maths, dites-moi? Vous venez de les faire ou vous les avez fait il y a longtemps? C'est un des premiers trucs qu'on a fait. D'accord. Ok. Donc il faut vous remettre dedans, hein, parce que alors là, en électromagnétisme, on les utilise énormément. C'est beaucoup plus simple, hein, franchement, d'utiliser les opérateurs. Donc ça, pareil, vous me l'apprenez aussi, enfin vous vous en souvenez, vous le retrouvez, vous faites ce que vous voulez, mais allez, attention, il y en a 9. Et de la même façon, les expressions du Laplacien vous seront données en cylindrique et sphérique. Hein. Donc ne m'apprenez pas ça en cylindrique et sphérique. Donc ensuite, c'est quoi grand quoi là? Grand 4? Ah non, divergence rotationnelle Laplacien. Grand 4, on a les 2 théorèmes principaux que vous avez vus en maths. Vous avez vu, excusez-moi, vous avez vu Ostrogradsky. Et celui-ci, vous allez voir à quoi il va nous servir. Alors, rappelez-moi ce que c'est Ostrogradsky. Vous vous souvenez ou pas? C'est celui qui fait référence au flux. C'est pas lui qui va lier. Non, on l'a vu parce qu'il y a une intégration. Contouré R, non? Comme ça. Une histoire de flux, ça vous dit rien? Si je vous fais un machin comme ça, là. Ça vous dit quelque chose? À travers une surface fermée. Est-ce que ça vous dit, ça vous parle, cette écriture? Oui. Ouais. Et Oui. ça, c'est égal à... Ça, c'est à travers donc une surface fermée. Elle englobe donc un volume, cette surface fermée. Donc sur le volume contenu dans la surface fermée. Si c'est un volume, à ce moment-là, j'ai des taux. Ça, c'est un scalaire. Donc forcément, ça doit être un scalaire aussi. J'ai pas le choix. Hein. Un scalaire égale un scalaire. Et le seul opérateur vectoriel qui soit un scalaire, c'est la divergence. Je ne parle pas du Laplacien. Laplacien, c'est des dérivées secondes. Là, on parle de dérivées premières. Donc ça, c'est Ostrogradsky. Donc ça veut dire que la divergence est reliée à un flux. Donc physiquement, si je fais passer la valeur de la divergence d'un vecteur, je peux la relier directement à un flux, c'est-à-dire au comportement de ce vecteur à travers une surface. Est relié, j'ai oublié un verbe, l'auxiliaire. Ça, c'est Ostrogradsky. Et vous voyez là, ici, ça va être utilisé pour passer de Gauss, du théorème de Gauss à l'équation de Maxwell-Gauss.
Donc, Gauss, on avait un flux. Maxwell-Gauss, on va avoir de la divergence. Okay. L'autre théorème, quelle heure il est? Je vois qu'il est 46. Bon, je finis juste celui-ci. L'autre théorème que vous avez vu, c'est Stokes. Stokes, lui, fait appel à la circulation. Donc la circulation. La circulation, vous vous souvenez ce que c'est? C'est ça. La circulation à travers le long d'un contour, pas sur, le long d'un contour fermé. Dans ce contour fermé, il y a une surface. Et vous voyez que je ne ferme pas la surface. Pour moi, ce n'est pas une surface fermée. C'est la surface tendue, ce que j'appelle tendue, ou ouverte. Ouverte dans le contour. Donc, si le contour, c'est un cercle, la surface tendue, ce sera un disque. Une surface, c'est orientable dans l'espace. Hein. Donc, ça veut dire que c'est un vecteur. Comme ici, on a un scalaire aussi. Et là, j'essaye de... Oh, voilà. Excusez-moi, c'est trop lent. Là, j'ai un scalaire. Là, j'ai un scalaire. Là, j'ai mon ds qui est parti. Je ne sais pas pourquoi il est parti si haut. Excusez-moi, ça a du mal à... Voilà. Donc là, j'ai mon ds. Pour que j'ai un scalaire, je dois mettre un produit scalaire. Et l'autre opérateur qui est important, c'est le rotationnel. Donc, le rotationnel est relié à la notion de circulation. Et où est-ce qu'on a vu la circulation? Et madame, le rotationnel, c'est un vecteur. Dans le théorème d'Ampère. Oui, théorème d'Ampère. Oui, c'est un vecteur rotationnel, oui. C'est pour ça que j'ai mis un produit scalaire, tu as vu? Ah. Est utilisé pour passer entre autres, on va voir d'autres du théorème d'Ampère à l'équation de Maxwell-Ampère. Donc en gros, ce que vous avez fait en maths sur les opérateurs vectoriels, on l'utilise beaucoup en électromagnétisme. C'est pour ça que c'est traité aussitôt dans l'année, pour qu'on puisse avoir de l'utilisation. Alors, ce que je ferai la semaine prochaine, c'est on écrira une autre, il faut que je vérifie qui vous en parle déjà dès maintenant. En grand 5, j'aimerais mettre ce qui relie... Je vérifierai dans le cours. Si jamais il le fait plus loin, je ne le fais pas maintenant. Mais sinon, la semaine prochaine, je commencerai le cours en vous mettant un grand 5 sur comment relier tous ces opérateurs les uns avec les autres. Parce que le rotationnel, le gradient, la divergence, le laplacien, vous pouvez les réunir. Vous avez certainement vu ça en maths. Et s'il existe le rotationnel d'un vecteur, s'il est non nul ou s'il est égal à 0, ça veut dire que vous avez telle chose et ainsi de suite. Vous avez eu des propriétés des opérateurs vectoriels. Alors j'aimerais bien que pour la prochaine fois, vous preniez ce que vous avez vu en maths sur les opérateurs vectoriels. Vous regardez ce qui a été fait, comme ça vous ne débarquez pas. Parce que l'électromagnétisme, c'est pas facile. Donc, il y a de nouvelles notions qu'on vous inculque. Donc, déjà, il faut qu'en maths, vous soyez bien. Donc, travaillez bien les opérateurs vectoriels, s'il vous plaît. Revoyez-les en maths, c'est important. Merci. C'est bon? Madame, est-ce que vous pourriez mettre le tableau blanc dans le chat ou pas par hasard? Je vais mettre ça sur campus, même direct. Mais il y est, hein, l'enregistrement.